Les gens deviennent malades parce qu'il y a une toxicité dans l'environnement, parce qu'il y a du stress énorme, parce qu'on leur injecte des produits dangereux. Tu sais, ils viennent malades avec toutes sortes de circonstances. Il n'y a pas de service. Puis après, on leur offre l'aide médicale à mourir. C'est ça le pattern. Là. C'est le pattern dans lequel on est en ce moment. C'est ça que je voyais, moi. Ouais. Myriam Bohémier est avocate et médiatrice. Vous l'avez peut-être connue dans les dernières années pour ses nombreuses prises de position publiques. Plus récemment, elle est devenue commissaire dans la Commission d'enquête nationale citoyenne. C'était la deuxième. On avait connu la première commission en 2023, là où j'avais été témoin, et elle aussi d'ailleurs. Cette fois-ci, la commission posait la grande question: est-ce que nos enfants sont en sécurité au Canada? Question que je juge hautement pertinente, et on a discuté de tout ça ensemble. Myriam, merci d'être venue me rencontrer. Ben, ça me fait plaisir, c'est la première fois. Oui, on s'est rencontrés toujours dans des événements mondains, mais jamais au lancement de Libre Média. Puis aussi, j'avais été assistée à votre... La première fois que je t'ai vue, c'était avec une conférence de presse que vous aviez faite novembre 2021 avec Réinfo. Ah oui? Ouais, pour... je me rappelle, c'était plein d'avocats qui étaient là. Oui, on était 5 avocats qu'on a parlé contre... Ben, tu sais, on dénonçait les mesures. Exactement, c'était super bien. Gouvernemental. Oui. Je dis pas sanitaire. C'était très gouvernemental, oui, c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai eu connaissance de tes prises de position publiques, puis on peut dire que t'as pas lâché dans les dernières années. Ça t'a sûrement amené ton lot de problèmes. Effectivement. Oui. T'as encore le droit de pratiquer. Oui. Ils t'ont quand même pas enlevé ce droit-là. Non, pas du tout. Félicitations. C'est Merci. déjà un prodige en Oui. soi. Puis tu sais, j'ai reçu Louis-Olivier Fontaine ici, Oui. qui lui a juste décidé de démissionner du barreau. J'aurais envie de commencer à te demander comment tu te positionnes par rapport à comment je pourrais dire, tes convictions par rapport à ton travail. As-tu l'impression que la justice est encore possible dans notre système? Ben, je pense que les gens confondent justice puis droit. Oui, c'est vrai. Le système juridique n'est pas un système de justice. C'est un système de droit. Alors, la justice, c'est... Tu sais, en plus, c'est quoi la justice? C'est vraiment relatif. Je me suis vraiment posé la question souvent parce que je reçois des gens qui, eux autres, la justice, c'est ça. Ça implique tel résultat, mais tu dis, OK, sauf que c'est souvent des gens qui vont se positionner avec une vision, qui ont été victimes d'une situation, puis je dis pas qu'ils l'ont pas été, mais ils recherchent une reconnaissance, finalement. Oui. Puis une certaine forme de vengeance, peut-être? Il y en a que oui, Ouais. mais il y en a que c'est beaucoup de la reconnaissance parce qu'ils ont une blessure, je dirais, émotionnelle, une blessure à leur estime d'eux-mêmes. Puis là, ils ont besoin d'une reconnaissance extérieure pour se réparer, mais ça fera pas ça. Le système judiciaire n'apportera pas ça. Fait que c'est ça que je me suis beaucoup rendu compte. Alors, les gens, ce qu'ils visent par le système de justice, la plupart du temps, ils l'auront pas. Oui, je comprends. La médiation peut l'apporter davantage. Toi, tu fais beaucoup de médiation. Oui. Oui. Oui, je suis médiatrice depuis 10 ans. Puis depuis 10 ans, j'ai eu plus de 400 dossiers. Je dis pas 400 médiations comme tel, mais 400 dossiers de médiation et de divorce conjoint, Ouais. de procédure conjointe. OK. Ou que ça, finalement, t'as vu des résultats plus concrets que tu verrais si t'amènes un dossier en cours puis que tu vas jusqu'au bout avec ça. Ben, c'est que c'est sûr que, par exemple, dans les dossiers de petites créances, il va toujours avoir quelqu'un de déçu. Oui, c'est sûr. Il va y avoir un jugement. Puis des fois, ça va être les deux qui vont Ouais. être déçus parce qu'ils n'auront pas 100% de ce qu'ils demandent. Puis, ça va être mitigé comme résultat. Puis, en familial, tu peux juste... tu sais, à moins que c'est juste un partage des biens, mais tu sais, tu vas dilapider tes biens en te battant devant le tribunal. Fait que c'est un peu contre-productif. Ouais. Mais l'autre chose, c'est quand tes parents aller se battre devant le tribunal, c'est que tu handicapes ton équipe parentale. Puis c'est clair. fondamental de faire une équipe parentale. Tu n'es plus une équipe
conjoints. T'es plus des conjoints, Ouais. mais tu restes des parents. Et il faut construire l'équipe parentale. Il faut continuer dans cet espace-là. Et la médiation permet, tu sais, de développer des outils, des ententes, des choses qui sont... des solutions qui sont sur mesure. Parce que le tribunal ne peut pas prévoir toutes les circonstances. Ouais. Puis souvent, c'est sûr, quand il y a des litiges qui vont devant les tribunaux, bien souvent, on va faire des règlements, des consentements, puis c'est ça qui va être déposé devant le tribunal. Mais en familial, personnellement, en familial, je trouve pas que les tribunaux sont vraiment adaptés à cette réalité que c'est des personnes qui ont des relations appelées à continuer. Ouais, je comprends. C'est ça, souvent, c'est que ça fait juste éclater le couple. Mais toi, justement, t'es maman. Oui. Et ton rôle de mère, tu l'as porté beaucoup dans les dernières années parce que ta fille existait déjà quand les années 2020, mettons, la pandémie, faute de meilleurs mots, est arrivée. Et moi aussi, je suis devenue mère en 2020. C'est comme si ça changeait beaucoup notre posture par rapport aux mesures gouvernementales parce qu'on devait aussi protéger nos enfants là-dedans. Puis les mesures leur faisaient beaucoup de tort. Peux-tu nous parler de ça? Puis comment tu as décidé de prendre plus position par rapport à ça? Je suis pas certaine. Je pense que c'est davantage mon vécu d'enfant qui m'a amenée à me positionner pour défendre les enfants. Wow, OK. J'ai défendu mon enfant intérieur. Je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, comme l'intégrité. Pour moi, c'était comme quelque chose qu'on pouvait pas... tu pouvais pas attaquer l'intégrité physique ou psychologique d'un enfant. C'est vraiment fondamental. Alors, c'est sûr, quand t'es maman, ça te ramène à ton enfance quand t'es maman. Ça te ramène à cet espace que tu as vécu, puis à vouloir être comme une bonne mère, tu sais, une bonne mère, mais à trouver ta posture aussi, tu sais. Je veux être une bonne mère, mais je veux être moi-même. Puis qu'est-ce que je veux que ma fille retienne? Qu'est-ce que je veux être pour ma fille? Puis au début... J'avais comme de l'anxiété d'être une bonne mère, de performer comme mère. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ça nuit à ton lien d'attachement, ça nuit à ta spontanéité. Fait que moi, j'ai développé comme, OK, je vais être moi-même. Je vais faire en sorte que mes bottines suivent mes babines. Puis je vais être un exemple pour ma fille. Fait que c'est ça que j'ai mis en pratique. Fait que là, ben quand la pandémie est arrivée, ben, on dit pandémie, mais... on se comprend, là. L'événement COVID est arrivé, ou la crise COVID est arrivée. Ben, ma fille, elle a été comme dans les trous. Elle était chanceuse parce qu'elle était en CPE, puis elle avait 2 ans et demi. Fait qu'elle n'a pas eu de masque à porter. Fait qu'elle n'a jamais eu cet enjeu-là. C'est déjà ça. Mais là, après ça, moi, ce qui m'a vraiment fait m'impliquer pour les enfants, c'est quand il y a eu un jugement qui était rendu le 23 décembre 2021. Puis là, il y a un juge qui a... couper les contacts d'un enfant avec son père parce que son père n'était pas vacciné. Moi, j'ai dit, ça, là, c'est l'enfant qui est pénalisé en premier, là. C'est clair. Puis on s'entend, c'était un couple qui était séparé. Oui. Fait qu'il ne pouvait plus aller chez son père. Il ne pouvait plus aller avoir de contact avec son père. C'est sûr, ça fait mal aux parents. Oui, mais l'enfant, c'est épouvantable. L'enfant, lui, tu sais, faut comprendre que dans la vie d'un enfant, des mois ou des semaines, c'est beaucoup de temps. Oui. Parce qu'il grandit vite là, dans cette période-là, puis les notions de temps ne sont pas comme nous. Alors, ça m'a fait comme, là, ça va vraiment trop loin. Ça va trop loin. Fait que là, j'ai décidé de m'impliquer là-dedans. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que des parents qui étaient très bons parents, soudainement, à cause de leur prise de position sur les vaccins, là, c'était plus des bons parents.
Ça devenait comme un enjeu. Tu veux dire que ce père-là se trouvait... Il n'avait jamais rien fait de mal, puis là, soudainement, il était puni, puis il méritait plus de voir son enfant. Oui, mais ça, c'était dans la plupart de mes dossiers, ça devenait comme un argument là, majeur que la position d'un parent sur les vaccins, ça faisait comme... Ça l'invalidait comme parent. Oui, que l'on pouvait peut-être lui retirer la garde de ses enfants. On s'entend que ça existait. Il y a eu plein de dossiers. On en a vu pas juste ici au Québec, mais au Canada, il y a eu beaucoup de parents qui ont perdu la garde parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Est-ce que je me trompe? Il me semble que j'ai entendu souvent cette histoire-là. Je suis pas certaine qu'il y en a tant que ceux qui ont perdu la garde à cause de ça, là. Pas dans ce que j'ai vu, mais il y en a beaucoup qui se sont fait traiter de complotistes, que peut-être qu'ils ont oui, il y en a qui ont perdu la garde, oui, mais il y en a, tu sais, comme moi, dans mes dossiers, c'est pas arrivé. Ils n'ont pas perdu la garde. Parce que tu as décidé de t'impliquer puis de prendre ces dossiers-là en main. Oui, des dossiers extrêmement difficiles parce que, premièrement, des recommandations ne pouvaient pas être contestées. Explique-moi, je suis pas sûre de comprendre. Parce que la santé publique recommandait d'offrir le vaccin. Oui, parce qu'il n'y avait pas le droit de le mettre obligatoire. Fait que c'était fortement recommandé. Bien, c'est parce qu'il y avait la balance risque-bénéfice au niveau éthique, là, ça passait pas les critères. Fait qu'il était obligé de dire qu'il y avait un bénéfice social, mais il n'y a pas de bénéfice pour l'enfant, là. Parce qu'il n'y avait pas de risque. Il y avait 0 décès. Là, je parle des enfants de 5 à 11 ans, là, quand ils ont ils ont autorisé la vaccination, c'était le 19 novembre 2021. Les enfants de 5 à 11 ans, il y avait 0 décès, puis des hospitalisations en raison de la COVID, là, pas avec la COVID, il y en avait, me semble, c'était 18. Au Québec. Au Québec. On rappelle qu'on est 8 500 000 au Québec. Oui, puis il y avait eu comme, je pense, c'est 35 000 cas de COVID. Fait que le ratio était très faible. Oui. Fait que tu dis, bon, dans les recommandations de la santé publique, ça recommande d'offrir. Puis en plus, ça dit qu'il ne faut pas pénaliser les parents pour leur choix. C'est ça qui est écrit dans les recommandations de la santé publique. Mais tu arrives devant le tribunal, puis le tribunal dit, non, si un parent veut suivre les recommandations de la santé publique, là, puis que toi, tu contestes ça, c'est problématique parce que là, à partir du moment qu'il n'y a pas de contre-indication pour un enfant précis, là, il n'y a pas de contre-indication médicale, non, nous, on va ordonner en faveur des recommandations. Fait que là, ça devient une règle. C'est les tribunaux qui rendent ça obligatoire. Ouais. C'est pas la santé publique. Fait que ça, c'est un problème. Le consentement libre et éclairé n'est plus là. Non. Puis, c'était souvent, au départ, c'était traité en ordonnance de sauvegarde. Une ordonnance de sauvegarde, il faut comprendre, là, quand il y a une urgence, tu viens de te séparer, il faut savoir qui va avoir la garde, puis établir une pension alimentaire rapidement. Bien, là, on procède sur des déclarations assermentées. Il n'y a pas de preuves, là. C'est juste des déclarations assermentées, puis là, le tribunal, il faut qu'il établisse une situation de fait en attendant le procès, qu'on entende des témoins et tout. Puis là, il décidait d'un consentement aux soins. Là. C'est un consentement aux soins, la vaccination. C'est une question d'autorité parentale, mais dans le cadre d'un consentement aux soins. Là, il décidait ça en ordonnance de sauvegarde. Fait qu'il n'y avait pas de preuve, c'était des déclarations assermentées. Là, je disais, attendez, c'est un instant, ça prend une audience là-dessus, là. Puis là, au départ, j'avais raison. Je me faisais... Tu sais, ils me donnaient raison, les tribunaux, au départ. Puis là, ils ont arrêté de faire des ordonnances de sauvegarde, en tout cas dans les dossiers que j'ai faits. Puis ils ont permis qu'on puisse avoir des audiences, mais c'était très urgent. Fait que là, on se retrouvait avec des délais là, de 4 jours ou pour monter un dossier. Jours pour monter un dossier, puis avoir un expert, puis etc. Puis j'ai réussi à faire ça. Par contre, dans le premier dossier, j'ai réussi à avoir un médecin qui vient témoigner. Mais là, on me dit, il n'a pas déposé de rapport. Ben oui, mais
J'avais 4 jours, là, pour même... J'avais 48 heures, en fait, pour trouver un médecin, puis déposer un rapport. J'aurais même pas été d'un délai, fait que moi, l'aurais refusé. Wow. Fait que, bref, ça a été le premier assez décevant. Deuxième, j'avais 10 jours, puis là, j'ai réussi à déposer un rapport d'expert dans le délai. Ben là, quand je suis arrivée devant le tribunal, on m'a dit « Ouais, mais c'est pas un médecin. » C'était le docteur Massy. Bernard Massy, qui est pas... qui a un PhD, là, qui est pas médecin, mais qui a quand même travaillé dans le domaine de la recherche médicale. Il connaît la recherche médicale, quand même. Puis pas juste ça, il a travaillé sur l'ARN. C'est ça. Il a travaillé avec les vecteurs viraux de l'adénovirus. Fait qu'il connaît son sujet, là. Puis il était consultant aussi sur toutes les questions COVID. Donc là, on me dit, non, mais c'est pas un médecin. Il a pas évalué les enfants. Puis, donc, moi, j'ai aucune contre-indication pour ces enfants-là. Mais il a invalidé complètement son rapport? Ils l'ont pas reconnu comme expert. Wow. Ils l'ont laissé témoigner comme... Je sais pas comme quoi, parce que t'as 2 sortes de témoins. T'as le témoin expert qui peut donner une opinion, puis t'as le témoin de fait qui peut pas donner d'opinion. Fait que lui, il était comme un témoin de je sais pas quoi. C'est dans entre 2 chaises qui, finalement, on l'écoute, mais on prend pas en considération rien de ce qu'il dit. C'est ça. Puis son rapport d'expertise, on l'a considéré comme un document. Ah, c'est insultant quand même. Fait que, bref, puis le jugement il est très sévère, là. On a condamné ce qu'on fait jamais en familial. D'habitude, il n'y a pas de frais. Puis là, on a condamné le père aux frais de justice. Wow. Parce qu'il a osé contester. Wow. Fait qu'il y avait quelque chose de... corrige-moi si je me trompe, mais ça donne l'impression que on faisait de ces cas-là, c'était comme « avisez-vous pas de recommencer ». Un peu comme on a vu avec ça. Patrick Provost. Oui, dans le jugement, c'est même dit, là, il faut que les parents comprennent là, que, tu sais, à partir du moment où est-ce que il n'y a pas de contre-indication pour un enfant puis qu'il y a un parent qui veut suivre les recommandations de la santé publique, ben on va aller dans ce sens-là. Ça va être ça, fait que tenez-vous-le pour dit. Oui. Ça va vous coûter de l'argent en plus. Oui. C'est quand même, ça a dû être extrêmement difficile pour le père. Ah oui, extrêmement difficile pour le père. C'est sûr que moi, je peux pas parler de la partie confidentielle. Je peux parler d'un jugement qui est public. Oui, oui. Mais c'est extrêmement difficile pour moi aussi. J'imagine. Qu'est-ce que j'ai fait l'année suivante? C'est que j'avais un dossier. Là, on n'était plus en urgence sanitaire. Oui, ils ont fini par lever ça. Puis on était quand même sur une question d'injection de vaccin COVID pour une petite fille. Fait que là, on regardait les nouveaux documents de la santé publique, puis ils disent pas les risques, ils disent qu'il y a très peu de bénéfices. Mais ils parlent pas des risques, à part de dire qu'il peut avoir une rougeur, de la fièvre, des choses mal comme de tête, oui, c'est ça. Là, moi, j'ai réfléchi à cet aspect-là, puis je pense que c'est une question juridique, parce que sinon, ils vont établir un lien de causalité. C'est-à-dire? Un lien de causalité entre, mettons, l'injection, puis une conséquence. Puis en droit, c'est quelque chose, faut que tu prouves un lien de causalité. Oui. Fait que là, je me suis dit, peut-être c'est pour ça qu'ils vont pas loin là-dedans. Mais bref... Là, moi, j'avais assigné à témoigner Dr. Caroline Quach parce que ils nous disent tout le temps qu'il faut passer par la santé publique. Fait que je vais lui demander c'est quoi les risques devant le tribunal. Puis on a cassé ma citation encore pareil. On a dit que c'était pas pertinent, que c'était Ils n'ont pas voulu l'entendre? Jamais. Non, j'ai pas pu l'assigner à témoigner. Puis, je la connais pas, Dr. Quach, est-ce qu'elle s'était prononcée publiquement contre la vaccination des enfants? Quach, c'est la présidente du comité d'immunisation du Québec, puis c'est elle qui était à la santé publique, là. Ah ouais, puis elle était prête à aller témoigner? Ben non, elle a fait une requête pour pas venir. C'est ça, c'est pour ça que finalement, ça s'est arrangé puis ça se passe pas, cet événement-là. Ben, la Cour a cassé ma citation à comparaître en disant que c'était pas pertinent. Puis, il y a, tu sais, la jurisprudence, la Cour d'appel a dit que c'est un débat de droit public de contester les recommandations de la santé publique. Mais quand tu es confronté dans un dossier en familial, tu devrais pouvoir défendre tes propres enfants, présenter une défense puis de dire, ben ces injections-là comportent plus de risques que de bénéfices, donc moi, je veux pas les donner à mes enfants.
Mais non, parce que là, ça devient supposément un débat de droit public. Mais un débat de droit public, il faut comprendre c'est quoi le droit public. C'est mettons, t'attaques la constitutionnalité ou t'attaques un règlement, t'attaques une loi, mais là, c'est des recommandations. Oui, en plus, c'est ça. Comment tu vas attaquer ça en droit public? Ça faisait pas de sens. En fait, c'est comme ils ont mis le mot recommandation, comme on a mis le mot en pandémie, mais on sait tous que c'est des substituts pour contrôle social puis recommandation pour obligation. On était parce que finalement, c'était traité comme une obligation, en fait, comme une règle. En fait, si 2 parents s'entendaient pas, ça devenait une obligation. Oui, c'est ça. Si 2 parents s'entendaient, ben là, ils pouvaient passer à côté. En tout cas, moi, j'ai connu plein de parents qui ont vécu des situations où un des deux a fait vacciner sans le consentement de l'autre, puis c'est une trahison épouvantable. Puis en plus, je connais des situations où l'enfant est tombé malade après, puis il l'est encore à ce jour, plus qu'un, parce que les gens m'écrivent, toi aussi, tu donnes ce genre de témoignages-là. Tu sais, des gens que leur enfant a des migraines depuis ou système immunitaire vraiment déficient. Mais tu sais, on fait pas vraiment les rapprochements. Puis là, c'est toujours, mais si tu vraiment le vaccin, ben tu sais, si ton enfant avait 9 ans puis il avait jamais eu de maux de tête de sa vie, puis il a des maux de tête tous les jours depuis, il me semble que c'est assez évident. Mais tu sais, on pourrait argumenter en disant, ouais, mais tu sais, c'est pas prouvé, puis tout ça. On est dans cette espèce de rapport-là aussi où on a vraiment encore un narratif très, très fort à défendre le vaccin, même en 2025, trouves-tu? Ça dépend dans quel milieu on se trouve. Absolument. Mettons que toi puis moi, on serait pas en train de faire ça. Non, c'est dans mon milieu, celui que je fréquente le plus, là, c'est vraiment moratoire. C'est ça le discours. Mais je pense que maintenant, les gens qui sont dans l'autre narratif, ils sont beaucoup moins... ils pensent plus vraiment à cette période. Non, on a tourné la page puis ils veulent plus n'entendre parler. C'est fini. D'ailleurs, ils nous écouteront probablement pas parce qu'on est complètement dépassés en 2025 de parler encore de ça, comme s'il y avait encore des choses à dire. Mais dernièrement, tu t'es impliqué très sérieusement pour le droit des enfants. Tu as posé une grande question qui était « Est-ce que nos enfants sont en sécurité au Canada? » Peux-tu nous parler plus de ça? Bien, en fait, ça part de la Commission d'enquête nationale citoyenne. C'est les gens... pour l'historique, là, en 2022, il y a eu des National Citizens Hearings. C'était organisé par des bénévoles encore, mais du CCCA, le Canadian COVID Care Alliance, que c'était des médecins, des scientifiques, tout ça, qui se sont réunis, avec une implication, je crois, du CCLC, Canadian COVID Lawyers Coalition. Fait qu'on est des avocats de partout au Canada qu'on s'est rassemblés. Puis, tu sais, c'est underground, tu comprends? Super underground. Tu sais, on est comme des... tu sais, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale, la résistance 2.0. Oui, on n'a pas le droit de dire ça, mais ça fait penser à ça pareil, oui. On faisait des zooms, tu sais, puis là, il fallait pas dire qui fait partie de ça. Moi, je m'affiche, ça me dérange pas. Mais il y en a d'autres qui étaient comme plus discrets par rapport à ça. Oui, parce qu'il y en a qui peuvent avoir des emplois qui... Oui, c'est ça. Souvent, je pense que c'est ça, c'est la peur de perdre son emploi qui prime. Là. Oui, ou, en tout cas, ça peut être des problématiques pour certains. Oui. Fait que, eux autres, ils ont organisé ça, puis il y a eu comme 3 jours d'audience. J'ai témoigné à ce moment-là, en visioconférence. Puis après ça, ben là, ils ont mis sur pied la grosse commission qui a fait, sur 7 semaines, ils ont fait 8 villes à travers le Canada. Ils ont entendu 325 témoins, 94 experts là-dessus. Donc, tu as témoigné, j'ai témoigné, puis j'ai reçu Bernard Massy pour en parler parce qu'il était commissaire. On a témoigné la même journée. Oui, c'est vrai. Je pense que tu étais juste après moi, il me semble. J'étais tellement malade cette journée-là, je me souviens comme à peu près. Oui. Mais c'était en Zoom, là, aussi. Moi, j'étais en personne à Québec. Puis après ça, ben ils ont émis un rapport. Puis l'année passée, en mai 2024, ils ont fait comme des audiences complémentaires. Puis là, ils se sont posés encore des questions par rapport au shedding, par exemple, d'autres questions. Puis là, ça a soulevé tu sais, qu'est-ce qui se passe pour nos enfants? Parce que nos enfants, ils ont vraiment été des cibles de choix, là. Tu sais, dans les écoles, les écrans, Puis on dirait qu'ils ont sorti de l'école, puis là, ils retournent à l'école avec un nouveau curriculum, une nouvelle façon de faire. Puis là, ils ont mis sur pied, à partir d'octobre 2024, un nouveau focus de la commission, c'est est-ce que nos enfants sont en sécurité au Canada? Mais là, on n'est plus limité à la question de la COVID, là.
Là, on parle... Du contexte social, finalement. De tout. Ouais. De tout, la toxicité environnementale, des vaccins pédiatriques en général. On parle des maladies chroniques chez les enfants qu'on retrouve, de l'autisme. On parle des... Les allergies, j'imagine, aussi. Ben ça, on en parle par la bande avec Ouais. la toxicité, avec les vaccins pédiatriques. On a parlé du trafic. Trafic d'enfants? Oui, on Vous a avez parlé, été jusque-là. on a parlé de ça. On a parlé des abus sexuels, de grooming, le processus de grooming. On a tout parlé de ça. On a parlé de l'aide médicale à mourir. Pour les enfants? C'est pas... comment dire? On a parlé comme une pente glissante. Ah oui, OK, je comprends. Une pente glissante, là, parce que les questions juridiques qui ont modifié. Maintenant, tu n'es plus obligé d'être à l'article de la mort, là. Tu peux avoir une maladie chronique que tu ne vas pas guérir, ou tu peux avoir même une maladie mentale, puis te faire autoriser l'aide médicale à mourir. Wow. Fait que quelqu'un qui naît avec une déficience intellectuelle, finalement, ça rentre dans une zone... Ben, lui, normalement, il devrait pas être en mesure de consentir. C'est ça, parce qu'il faut que la personne ait pu donner son consentement dans l'aide médicale à mourir. Oui, mais où est-ce qu'il y a une pente glissante? L'aide médicale à mourir, si on parle de ça, mon Dieu, c'est un gros sujet. L'aide médicale à mourir, premièrement, c'est financé énormément par le gouvernement. Il y a un organisme qui s'appelle Mourir dans la dignité, qui est financé par le gouvernement fédéral, puis que lui, il promeut, dans le fond, l'aide médicale à mourir. Mm-hmm. Puis tu as un organisme qui établit les règles d'éthique par rapport à l'aide médicale à mourir, puis tu as des gens qui siègent sur les deux comités. Mm. Ça ressemble à un conflit d'intérêts. Ça ressemble ou c'en est un? On pourrait dire que c'en est un. Ça ressemble pas mal. Ouais. Fait que là, t'as ça qui est une pente glissante. Ensuite, t'as un problème comme la COVID, tu sais, on avait un problème avec les statistiques, hein, on tenait pas compte des 14 premiers jours pour dire que tu étais vacciné. Ouais. Après ça, ben il y avait avec la COVID ou de la COVID pour dire les décès. Les décès, bon. Mais pour l'aide médicale à mourir, il y a aussi un problème, c'est que maintenant, sur le certificat de décès, ça va être écrit la maladie pour laquelle tu as demandé l'aide médicale à mourir et non pas l'aide médicale à mourir qui a entraîné ton décès. Fait qu'on peut difficilement comptabiliser qui est mort de l'aide médicale à mourir? Ça devient difficile. Okay. Ça, supposément, selon le témoin, c'est Angelina Ireland qui a témoigné là-dessus, c'est au Québec, comme ça. Ah ouais? OK. L'autre élément, c'est qu'il faut comprendre que l'aide médicale à mourir, c'est une exception au code criminel sur le meurtre. Hein? Mm-hmm. C'est une exception au code criminel. Et il y a eu, je ne sais plus si c'est une enquête du coroner, tu vois la quantité d'informations, là, mais ça, c'est Vancouver, c'est même pas Edmonton. Okay. Il y a eu une enquête qui a été faite, puis il y aurait eu 438 à peu près dossiers où est-ce que on a considéré qu'ils étaient non-compliant, qu'ils n'avaient pas respecté les règles. Fait que là, moi, j'ai demandé... Au niveau du consentement. Ça veut dire quoi, pas respecter les règles? Ben ça peut être quelque chose de technique comme un formulaire qui est mal complété, mais ça peut être le consentement qui n'a pas vraiment été respecté, ou les conditions... tu sais, pour laquelle tu peux avoir l'aide médicale à mourir qui n'ont pas été respectées. Wow. Fait que là, tu fais « Oh, OK. » C'est beaucoup quand même, 438. Ça, c'est ce qui est comptabilisé. Ouais. Puis après ça, ben t'as l'autre enjeu où est-ce que, supposément, puis je rapporte toujours les propos du témoin parce que c'est le témoin qui a parlé de ça. Mm-hmm. Ben les collèges des médecins considèrent qu'eux autres, ils n'ont pas juridiction là-dessus. Ça ouvre la porte à quoi? Ben, est-ce que les médecins vont être supervisés pour donner l'aide médicale à mourir? Parce que là, est-ce que c'est les médecins à ce jour qui donnent l'aide médicale? Oui. Ça doit être un médecin. Je ne sais pas si c'est obligé que ça soit un médecin ou si des infirmières peuvent le faire, mais je pense que c'est des médecins. Okay. Puis, il y a une témoin à Edmonton, je pense qu'elle s'appelait Faith Growlow. C'est une jeune fille, écoute, elle, là,
abusée sexuellement, gros traumatisme. Elle a développé des troubles dissociatifs. Ah oui, quand même. OK, fait très, très, très abusée, pas juste un peu, là. Ouais. Des troubles, je sais pas si il y avait de la narcolepsie, mais en tout cas, elle perdait complètement sa présence. Fait qu'elle perdait complètement la mémoire de qu'est-ce qui se passe. Au moment où ça arrive, genre. Ouais. Pauvre Puis, elle. fait que là, elle était très perturbée. Là, ben, ils l'ont amenée vers transitionner. Hein? Ah, wow! Carrément, ils l'ont fait transitionner. Elle a pas... elle a pris des bloqueurs d'hormones, mais elle a pas fait de chirurgie. Elle a fini par arrêter les bloqueurs d'hormones. Là, aujourd'hui, elle a à peu près 25 ans, il me semble, quand elle a témoigné. Et un enfant très, très perturbé. Tu vois comme physiquement, c'est comme si elle était encore adolescente. Ouais, t'sais. elle a gardé l'enfant proche d'elle. Là. Ben, c'est parce que les bloqueurs d'hormones, ils empêchent la En puberté. plus, ouais, j'avoue, c'est ça. Ils empêchent la puberté, c'est pour ça que ça s'appelle bloqueur de puberté, dans le fond. Ouais, fait qu'elle a l'air vraiment comme si elle avait pas vécu sa puberté. Puis elle sait pas si elle va pouvoir avoir des enfants. Parce que là, finalement, elle veut être une femme, là, elle est revenue. Oui. OK. Puis là, elle nous explique toute sa situation, puis elle nous dit, puis il me semble que c'est bien ce témoin-là, parce qu'on en a entendu une trentaine, elle nous dit, je suis allée à l'hôpital parce que j'étais suicidaire. Puis ils m'ont dit, ça va prendre 7 mois avant que tu puisses voir un psychologue ou un psychiatre, mais on peut t'offrir de l'aide médicale à mourir. Non. Elle avait 25 ans. Je sais pas si c'est cette année, elle rentrait mais en se très disant, jeune. je vais me suicider, puis ils ont dit, bien sûr, nous pouvons t'assister dans ta démarche. Finalement, Oui. c'est ça qui s'est passé. Oui. Puis Dieu merci, elle n'a pas accepté. Non. Puis j'ai Quelle demandé- résilience. J'ai demandé comment elle faisait, tu sais, en anglais, on dit « to cope Ouais. », tu sais, parce que c'est comme si Fonctionner, là. tu vas tellement mal, là, qu'on te met sur des bloqueurs d'hormones qui t'amènent à être pire Ouais, c'est que ça. t'étais. C'est pas de l'aide, là. Comment tu vas maintenant? Comment tu fais pour te sortir de là? Ouais. Comment elle fait? Puis elle disait, ben, le fait d'advocate, là, tu sais, de parler de ça, de diffuser l'information, puis de s'occuper des animaux. C'est ça qui l'aidait. OK. Elle avait quand même un lien relationnel avec quelque chose qui la reconnecte. Hein. Mais c'est tout un dossier, ça, la transition, puis on pourrait... Oui. Parce que pour moi, c'est une des plus grandes menaces. Est-ce que... Mettons, toi qui as entendu plein de témoignages, là, selon toi, je sais pas j'ai plein de questions à te poser, mais c'est quoi la pire menace pour nos enfants en ce moment? S'il y en a une qui est imminente et qu'il faut prendre conscience, ce serait quoi, selon toi? La pire menace, c'est... Tu sais, quand je suis revenue d'Edmonton, Vancouver, j'ai pas senti ça comme ça, mais quand je suis revenue d'Edmonton, c'est comme si tu comprends le portrait global, là, tu sais, tu te dis, OK, les gens deviennent malades parce qu'il y a une toxicité dans l'environnement, parce qu'il y a du stress énorme, Mm-hmm. parce qu'on leur injecte des produits dangereux, tu sais, Mm-hmm. ils viennent malades avec toutes sortes de circonstances. Puis il n'y a pas de service. Puis après, on leur offre l'aide médicale à mourir. C'est ça le pattern, là. C'est le pattern dans lequel on est en ce moment? C'est ça que je voyais, moi. Ouais. C'est comme mon résultat, c'est... Wow! C'est ça le portrait, là. Donc là... Donc, l'aide médicale à mourir vient un peu pallier au fait qu'on n'est pas foutu d'offrir des soins décents au Canada aux gens. Ben, de l'aide médicale à mourir, tu peux l'avoir entre 24 et 72 heures. Si tu passes le test d'avoir... Si tu la demandes... Si t'es puis- qualifié, là. Ouais. Puis on s'entend que toi puis moi, on va demander l'aide à mourir. En principe, on se qualifie pas, là. En principe. En principe... Attends, qu'est-ce qui te fait? T'as-tu des gens qui ont... T'as-tu des témoignages qui t'ont amené à douter de ça? Non, mais... Tu sais, si... est-ce que quelqu'un va vérifier si moi, je dis que j'ai des problèmes de santé mentale, puis... que je veux me suicider, puis que je suis dépressive ou whatever, est-ce que ça va jusqu'où la vérification? Parce que pour mettre un enfant sur des bloqueurs d'hormones, ils vérifient pas si l'enfant était abusé sexuellement. Non, c'est l'auto-identification qui prime. Ça, c'est écrit dans tous les documents que j'ai vus du ministère de l'Éducation, du ministère de la Justice. C'est du moment que tu t'auto-identifies, on peut pas questionner ça. C'est ça.
C'est les critères subjectifs qui importent. À 100% subjectif, c'est ça. Alors, au niveau de l'aide médicale à mourir, c'est parce que je connais pas assez le sujet pour savoir jusqu'où ils vont faire leur vérification, mais quand tu le regardes du point de vue de la transition, l'identité de genre, ben les vérifications vont pas loin, là. Non, c'est ça. Est-ce que tu as parlé avec des transitionneurs pendant... Oui. Ouais. Il y a eu Kelly Lynn Perry qui est venue témoigner. Elle a fait le processus à l'âge de 37 ans, puis avec le processus long qu'on avait avant. Là, le processus étant de changer de sexe. Oui, mais c'est un processus qui durait 2 ans avant. Maintenant, c'est 20 minutes que tu peux avoir une prescription pour un enfant pour le mettre sur des bloqueurs d'hormones. OK. Puis avant 2 ans, c'était parce que tu devais... Tu devais faire des étapes. Tu faisais une thérapie, fait que là, tu devais te faire appeler par un nouveau nom. C'est vrai, tu devais être capable d'assumer ta nouvelle identité avec ton entourage. Si, tu sais, commencer à t'habiller, mettons, dans l'autre sexe. Te présenter comme l'autre sexe, voir comment tu le vis, puis après, tu avais l'autorisation pour faire l'opération. Oui, ça prenait l'autorisation, je pense, d'un psychologue. Puis là, après ça, ben oui, tu pouvais transitionner. Maintenant, ils vont te donner de la thérapie une fois que tu as transitionné puis tu regrettes. C'est ça qui était ressorti du reportage d'enquête qu'il y avait eu avec une jeune fille qui elle a eu l'ablation des seins. Puis là, ben, elle a regretté. Puis là, ils ont offert de la thérapie. OK. C'est toujours bien aimable à eux d'avoir pensé y en offrir. Mais tu dirais, par rapport à la transition puis la détransition, déjà, là, tu sais, qu'on voit à quel point c'est assez accéléré. Ça se fait toujours au nom de la tolérance, de l'inclusion, de la paix dans le monde. Ces pauvres enfants vivent tellement un calvaire, il faut leur permettre. Tout est fait vraiment, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est vendu comme étant la chose la plus extraordinaire qu'un humain peut faire à un autre humain. Alors, je peux comprendre que certaines personnes qui ont toujours été plus progressistes, qui adhèrent à des idéologies très de gauche, réalisent pas à quel point cette gauche-là s'est tellement radicalisée qu'ils font exactement le contraire du gros bon sens. Excusez, ça a l'air, ce mot-là, on peut plus l'utiliser non plus parce que c'était le slogan des conservateurs, mais on se comprend. Puis là, en fait, c'est qu'il n'y a plus moyen d'avoir une discussion entre ceux qui disent « je suis pro-trans », puis une trans femme peut être une femme, puis qui adhèrent à toutes ces choses-là, versus, mettons, toi puis moi qui font juste dire, ben non, mais c'est parce qu'on fait du mal à des enfants. Souvent, c'est des autistes. Souvent, tu sais, il y a comme toute cette question-là d'eugénisme. Est-ce qu'on stérilise des enfants qui, en fait, auraient eu besoin de soins complètement différents que d'une thérapie d'hormones puis de tout ça? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? De ce mouvement-là, si on peut appeler ça un mouvement? Ben, moi, j'ai particulièrement aimé le témoignage de Chris Elston, qui est Billboard Chris, là. Ouais. La logique voudrait que ce qu'on enseigne aux enfants, c'est de s'accepter eux-mêmes. Puis dans l'acceptation de soi, t'as l'inclusivité, t'as la diversité, t'as tout ça, là. Ouais. Tu fais juste apprendre à t'aimer toi-même comme t'es. Moi, par exemple, avec la directrice de l'école de ma fille, j'ai dit... est-ce qu'on peut dire à un enfant noir, t'es pas né dans le bon corps? Est-ce que tu peux dire à un enfant trisomique, t'es pas né dans le bon corps? Ça change pas, ça. Ben, des chromosomes, ça change pas non plus. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas dans ce raisonnement-là. Est-ce que t'as eu une ouverture quand t'as dit ça à ta directrice? Tu peux rien répondre à ça. Non, mais c'est parce que souvent, on est confronté à la dissonance cognitive, tu sais, il s'en va ailleurs, puis... Non, je pense qu'elle, elle comprend que ça fait pas de bon sens. OK, bon, c'est quand même encourageant. Mais au niveau de cet enseignement-là, c'est qu'on le voit qu'il y a un renversement des valeurs. Tu sais, Alex Newman parlait du SEL, c'est Emotional Learning, le S, mais je m'en souviens plus ce que ça veut dire. Mais, par exemple, vont apprendre l'empathie aux enfants. Tu sais, personne n'est contre la vertu. L'empathie, c'est super bon. Sauf que l'empathie qui est enseignée aux enfants, c'est d'être un citoyen global, c'est d'être pro-environnement contre le CO2, c'est d'être dans la diversité, l'inclusion, mais là, poussé vers l'identité de genre. C'est ça le problème, c'est que
les choses sont retournées à l'envers. Puis Billboard Chris, lui, ce qu'il avait dans son témoignage, c'était comme il y avait eu des gens qui avaient été dans des Zooms de ces professionnels-là, là, tu sais, de ceux qui pratiquent les transitions. Mm-hmm. Puis il avait filmé, il avait enregistré ça. Puis là, tu voyais que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils disent, par exemple, là, tu sais, quand on met un enfant sur des bloqueurs d'hormones à tel âge, là, tu sais, je sais plus comment ils appellent T2 ou je sais plus trop. Ah, ben là, ça se peut qu'il n'y aura jamais une érection, puis ils sont ouais, mais, tu sais, finalement, il faut donner à l'enfant ce qu'il veut là, maintenant, puis après au diable ça, sa vie sexuelle. après ça, on verra, tu sais. C'est comme si on est dans le mode de la satisfaction immédiate, puis ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils font, là, véritablement, c'est quoi l'impact de ces bloqueurs. Sur la fertilité, sur la vie sexuelle, tout ça. Ils soulèvent des préoccupations, mais c'est comme... Donc, c'est pas un euphémisme quand on dit qu'on prend cette génération-là, c'est des cobayes. Est-ce que c'est des cobayes? Je pense que c'est ce que Alex Newman expliquait, c'est qu'en 2004, il y a eu une entente entre l'UNESCO et Bill Gates sur des normes qui seraient enseignées dans les écoles. Puis l'identité de genre, le Global Citizen... Les notions environnementales en font partie, là. Fait que c'est quelque chose qui est poussé d'en haut. Bill Gates, il en pousse des affaires, hein, quand même. Une bonne influence. C'est poussé de l'UNESCO, ça se ramasse dans nos institutions par le haut. Et ce qui est en Colombie-Britannique, parce que c'est à Vancouver, mais ce qui est en Colombie-Britannique, c'est au Québec, là, c'est la même chose. C'est la même... Puis en France, puis en Belgique, on retrouve tout la même chose partout. Il n'y a pas de... Ça n'a pas rapport avec la culture. C'est ça qui est frappant. Puis il y avait une personne, super témoignage de Barry Neufeld. Lui, il était un officier de probation, travaillait avec les délinquants sexuels. Puis il connaissait son sujet. Puis il a été 27 ans commissaire à une commission scolaire. Puis il expliquait que le programme, il a été comme infiltré à l'insu des commissaires, des parents, tout ça. Puis ça a passé comme au départ comme une politique anti-bullying, anti-intimidation. Puis là, personne ne peut être contre la vertu. Absolument pas. Et là, finalement, lui, il s'est rendu compte que ça poussait l'identité de genre. Puis là, il a commencé à soulever des préoccupations, l'éducation à la sexualité, c'était pas approprié pour l'âge, etc. Puis il y a des préoccupations aussi par rapport au grooming que ça peut faire. Tu sais, comment un enfant va avoir des red flags? Peux-tu nous expliquer, le grooming, je connais bien, mais c'est pas tout le monde qui connaît. Premièrement, ce terme en français n'existe pas vraiment, fait qu'on utilise grooming. Peux-tu expliquer c'est quoi le grooming? On a Kelly Palfy qui a témoigné à Edmonton, qui l'a vraiment expliqué. Il y a comme 9 étapes du grooming. La personne va développer une réputation, des activités, des professions qui vont l'amener à être en contact avec ses cibles de choix. Tu sais, le sexe, l'âge. Il y en a que c'est des victimes des délinquants d'opportunité. Ils vont choisir des enfants qui sont à sa disposition, mais il y en a qui ont des préférences pour l'âge, puis il y en a qui ont des préférences pour le sexe. Fait que ça va être des gens qui vont s'en aller dans des domaines de santé, dans des domaines d'éducation. On parle d'un adulte, Ben, ça peut être des jeunes, parce que si c'est un ado, ben, il va peut-être aller faire du gardiennage, il va peut-être être coach de soccer ou des choses comme ça. Ça peut être des ados aussi. Mais ils vont développer, tu sais, comme quelque chose qui met en contact avec les enfants, dans les hobbies, dans leur travail. Après ça, les autres étapes, ça va être qu'ils vont commencer à être amis avec les parents ou avec l'entourage de l'enfant. Puis ensuite, ils vont essayer de trouver la vulnérabilité de l'enfant. Puis ils sont très bons là-dedans. Et c'est comme instinctif. Oui, comme des fins manipulateurs. Puis les enfants, ils ont tous des vulnérabilités. Oui. Fait que même s'ils ont des bonnes relations avec leurs parents, même s'ils sont sûrs d'eux, ben, ils peuvent avoir la vulnérabilité de faire trop confiance, par exemple. De pas avoir
tu sais, comment... Une voix intérieure. Tu sais, de se poser des questions que c'est pas tout le monde qui sont gentils. Ouais. Puis après ça, ben là, ils vont commencer à faire des touchés qui sont pas sexuels. Puis souvent devant le parent. Comme ça, l'enfant va comprendre que c'est correct. Fait qu'ils vont faire des chatouilles, ils vont faire des batailles, des luttes, des affaires comme ça. Fait que on baisse la garde. ça passe comme... C'est comme progressif. Fait que là, l'enfant, il est habitué de se faire toucher par cette personne-là. Puis c'est des touchés tout à fait corrects. Puis les parents sont d'accord. Puis ensuite, le délinquant va créer l'opportunité de se retrouver seul avec l'enfant. Et là, ben, il y a un processus qui va l'amener soit à avoir des discussions sur la sexualité. T'as-tu une blonde? T'as-tu déjà embrassé? Bon. Puis après ça, ils vont aussi, peut-être avant ça, c'est que, ça fait très le lien avec les écoles, c'est qu'ils vont créer une situation où est-ce qu'ils vont créer un genre d'entente avec l'enfant, de faire quelque chose que le parent ne veut pas. Tu sais, comme l'enfant il a 15 ans, mais ils vont lui montrer à conduire, ils vont prendre de l'alcool ensemble, ils vont, tu sais, un enfant plus jeune, tu sais, ils vont prendre des bonbons quand le parent veut pas. Tu sais, fait que là, il va tester la loyauté de l'enfant pour savoir si l'enfant va le rapporter aux parents. Ah ouais, OK. Parce que ça, c'est bien moins dangereux de rapporter... un abus sexuel. Cet événement-là que de dire « il m'a touché », tu sais. Ouais. Fait qu'ils vont tester l'enfant comme ça. Puis après ça, ben c'est de laisser comme soit quelque chose de pornographique à la vue ou de s'arranger pour éveiller la curiosité de l'enfant. Puis dans le cas que la personne, le témoin parlait, c'était un jeune qui faisait du basketball. C'est un coach qui l'a abusé. Puis le coach s'était rendu compte que c'est un enfant dont la puberté tardait, là, tu sais. Fait que c'est un late bloomer qu'il appelle. Donc, lui, il va faire comme un lien d'empathie. Oh, moi aussi, quand j'étais jeune, c'était comme ça, puis tout ça. Fait que là, l'enfant, il voit, ben, tu sais, quand je vais être un adulte, je vais ressembler à ça. Fait que ça lui donne comme une confiance. Puis là, tranquillement, ils vont lui donner des privilèges, il va lui faire beaucoup de compliments, puis tout ça. Puis là, l'enfant, tu sais, ça le valorise. Ça le valorise, etc. Puis là, ben, tranquillement, c'est ça, il rentre plus profond dans cette espèce d'intimité malsaine, où est-ce que là, ben, ils vont l'exposer à... Il avait exposé cet enfant-là à de la pornographie juste en la laissant comme facilement accessible. Puis là, ben, l'enfant, ça a éveillé sa curiosité. Fait que le but, c'est éveiller la curiosité puis baisser les inhibitions en même temps de faire ça. Puis là, ben, l'enfant, il a été surpris à se masturber. Fait que là, ben, il est tout mal à l'aise. Puis là, l'adulte, il est là, ben non, mais tu sais, c'est ça. Il l'accompagne là-dedans. C'est ça qu'on fait quand on est un homme, puis tout ça. Puis là, ben, ce qui arrive beaucoup chez les garçons, les filles, ça paraît moins, mais chez les garçons, c'est que il y a une réaction physiologique. Puis ils appellent ça une voluntary arousal. Fait que c'est une excitation involontaire. Fait que là, l'enfant qui vit une excitation involontaire, que son corps va réagir au toucher, il va devenir complètement confus. Parce qu'il va penser, ben mon corps, ça veut dire que j'ai aimé ça. Ou ben non, ben j'ai été niaiseux d'avoir peur, tu sais. Fait qu'il va être complètement dans la confusion, puis l'adulte va lui faire croire que c'est c'est comme le processus normal de l'évolution de leur relation. Puis l'enfant va avoir la honte aussi. Fait qu'il en parlera pas. Puis la confusion, ça sert non seulement à faire taire, mais ça sert aussi de mécanisme de défense. Parce que là, tu peux, comme enfant, te rationaliser. Fait que là, ce qu'on voit dans les écoles, moi, je vais parler de l'exemple de ma fille. Parce que moi, je considère, je suis pas psychologue, je suis pas spécialiste de ça, mais moi, c'est mon jugement à moi, personnel. Ma fille, tu sais, je sais que là, il commence à enseigner l'éducation à la sexualité. On s'entend qu'elle est en première année? Elle est en première année. Elle commence à 6 ans.
Il commence à 6 ans, en maternelle. Dans le programme. En première année. Donc, d'un côté, il enseigne l'éducation à la sexualité, puis on sait que de plus en plus, ça devient explicite dans le programme. Exact. On sait que ça a une progression. Ouais. Fait que ça ressemble au processus de grooming, dans le fond. Puis de l'autre côté, moi, j'apprends par ma fille qu'il y a un ami du jour qui a le droit de faire des massages à ses amis si les amis consentent. Attends un peu. Un ami du jour, ça veut dire qu'il est sélectionné comme une soupe du jour? Là, à chaque jour, il y a un ami qui a un privilège spécial. Un privilège, tu comprends? On est... Privilège. Fait que cet ami-là... Mais il est sélectionné par la prof? Oui, c'est un processus. Je sais pas s'ils pigent des noms ou quoi, ou c'est chacun leur tour. C'est pas eux, à cours de récréation, qui ont fait ça. Là. Non, c'est dans la classe. Dans la classe, Dans la classe. Alors, l'ami du jour, qui a un privilège et qui est là, il a le droit de masser ses amis avec un bidule en bois. OK. Mais faut que l'ami consente. Mais moi, je dis au prof, pendant la rencontre de parents, j'ai dit mon consentement à moi. Ma fille a 6 ans, là. Comment elle peut consentir à des touchés sans mon consentement à moi? Ma fille est trop jeune pour consentir à des touchés. Tu sais, moi, je pense à ça va être quoi le prochain toucher? Oui, parce qu'on s'entend qu'un petit enfant qui vient faire un petit massage d'épaule, pas de problème, mais c'est parce que tu connais la gradation. Fait que là, tu dois te faire regarder un peu comme une hurluberlue. Le problème, c'est que là, c'est pas un câlin qui est fait dans un cours de récré spontané entre 2 enfants ou qui te donne un bisou sur la joue, là. Là, c'est quelque chose d'institutionnalisé dans la classe où est-ce qu'il y a un processus. Où on enseigne que l'enfant peut consentir à un toucher aussi. Tu sais, on est dans cette espèce de zone que je parlais avant qu'on commence l'entrevue. Moi, j'ai un problème avec le fait que dans le nouveau programme, on parle qu'un enfant peut consentir parce que c'est justement là-dessus qu'en tant que société, puis dans le droit, on s'entend pour dire qu'un enfant ne peut pas consentir à un toucher, un rapport avec un adulte qui est en position d'autorité sur lui parce qu'il est intimidé. Tout ce que tu as décrit, il est intimidé, il veut faire plaisir, il va souvent donner des réponses juste pour comme plaire à l'adulte. Ouais. Donc, il va juste faire ce qui est attendu de lui sans avoir la capacité de cognitive d'analyser tous les pour, les contre, puis toute la complexité d'une situation où le toucher peut être agréable. Puis c'est ça qui est compliqué avec l'agression sexuelle, c'est que l'enfant peut avoir eu des sensations plaisantes dans son corps, mais c'est quand même profondément toxique et inadéquat comme toucher. Puis, pour m'y connaître assez bien en abus sexuels, parce que je travaille 15 ans avec le Centre Marie-Vincent puis les policiers qui sont des enquêteurs avec des enfants qui sont abusés, l'enfant vit une confusion épouvantable quand un adulte de confiance vient et faire vivre des touchés qu'il a trouvé plaisants, mais en même temps, il vit de la honte, il y a un profond malaise parce qu'il transgresse complètement son intimité. Mais l'adulte va souvent répéter, c'est un toucher, c'est correct, les adultes font ça pour se démontrer de l'affection. Et là, on rentre dans cette espèce de zone complètement confuse où, ben là, c'est normal, ben c'est correct parce que finalement, c'était agréable. Puis c'est dans le programme qu'il faut enseigner la sexualité positive. Donc, on renforce l'idée que si le toucher est agréable, l'enfant a le droit de vivre sa sexualité. Tu vois, ma fille est en première année. Ils font des massages d'un bord. Puis de l'autre côté, dans le programme d'éducation à la sexualité, ils ont appris c'était quoi un toucher agréable puis un toucher désagréable. Ils font la différence entre les deux. Puis et là, ils ont eu, la semaine passée, un cours sur c'est quoi une agression sexuelle. Puis ils ont appris les parties intimes. Tu sais, ma fille, à 2 ans, elle savait déjà c'est quoi ça. Là. À partir du moment qu'ils deviennent propres, là, puis que tu leur dis, faut que tu t'habilles, puis... C'est tes parties intimes, là. Bon, c'est quelque chose qu'ils savent déjà. Enfin, ils enseignent... Enfin, comment dire? Comment tu veux qu'un enfant développe un red flag quand, d'un côté, tu génères la confusion? Tu la génères. Exact. Tu fais de la théorie, puis tu fais de la pratique en même temps, puis la théorie va aller de plus en plus trash. Puis tu les as habitués à se faire toucher. Exact. Tu les as habitués, puis en même temps, tu leur dis non, mais c'est pas tous les touchés qui sont corrects. Puis tu fais la différence entre un toucher agréable puis un toucher désagréable. Puis tu leur donnes le pouvoir de consentir sans que les parents soient même au courant qu'il se passe des massages dans la classe. Comment, quand tu as dit ça, c'est à la prof ou à la directrice que tu l'as nommé? Ça, je l'ai nommé à l'enseignante parce que même à ce moment-là, l'information que j'avais, c'est que
ma fille m'avait dit, l'ami du jour, il a le droit de masser l'enseignante. OK. C'est tout qu'un privilège. Fait que là, j'ai fait comme, qu'est-ce qui se passe? C'est malaisant, ouais. Puis là, l'enseignante, elle m'a dit, oui, elle m'a montré une bidule, puis elle m'a dit, oui, il m'a demandé s'il pouvait masser, j'ai dit oui, mais elle a dit, c'est peut-être un manque de jugement de ma part, mais là, j'ai fait, tu sais, je remets pas en cause sa bienveillance, puis tout, là. Sauf que là, moi, j'ai exprimé que, j'ai dit, je remets pas en cause votre bienveillance, tout ça, mais pour moi, que vous me demandez pas mon consentement à moi, il y a un problème, puis là, j'y ai parlé de la notion de grooming. Puis, tu sais, j'ai voulu juste bien faire. Mais, tu sais, on est dans l'ère de la subjectivité. Fait que là, elle a fait un rapport à la directrice, comme quoi elle s'était sentie mal ou agressée, comme si j'avais dit qu'elle était pédophile. C'est sûr, c'est sûr. Ah, mon Dieu! Fait que là, quand moi, j'ai rencontré la directrice, c'était comme si moi, j'étais rendue à devoir me justifier. Ouais, ben là, les rôles sont inversés. C'est toi qui es la mère en position de défendre ton enfant, puis là, t'es l'agresseur. C'est fou, hein? Mais on est dans les valeurs sont complètement inversées dans notre société. C'est ça qui se passe, Ouais. Fait que mais là, est-ce que tu penses que ta fille va avoir comme un traitement... tu veux pas non plus te retrouver qu'elle soit marginalisée? Ah non, mais ils l'ont mis sur moi. Ils ont dit à ma fille qu'elle pouvait plus avoir de massage parce que je voulais pas. Puis là, ma fille, elle disait, maman, moi, j'aime ça les massages. Mais là, t'as oublié de dire que c'est correct. Oh, ouais, fait que je suis comme, c'est maman qui va t'en faire des massages. Mais oui, c'est ça. Mais ça, c'était une préoccupation. Mais là, dans l'autre espace, c'est que là, avec tout ce que j'ai appris avec la commission, je reviens d'Edmonton, moi, je suis comme la première fin de semaine, j'arrête pas de broyer, je dis, tout ce que je fais, je mets ma fille en danger. Les ondes, la nourriture, le shedding. Ouais, ça, c'est parce que t'as le focus dessus, tu vois juste ça. Là, je fais comme, oh my God, tu sais, je suis vraiment stressée de ça. Puis là, mais ma fille, c'est une petite fille brillante, puis à l'école, quand ils apprennent à lire, ils apprennent ça progressivement. Fait qu'il y a des livrets A où c'est des mots plus faciles, puis après ça, ben ils passent à B, puis tout ça. Mais la fille est très brillante, fait qu'elle est rendue au livret I maintenant, mais elle était à H. Puis son amie en deuxième année, elle était d'un G au mois de décembre. Fait que ma fille est vraiment... Elle progresse vite. Elle est vraiment rendue loin. Et là, elle ramène un livre chez son père. Le livre, c'est « Mon père a perdu son travail, puis il est dépressif. » Puis je suis comme « My God! » Tu sais, si ça arrive pas dans la vie de ton enfant, là, je veux dire, c'est pas important de parler de ça. Non, c'est ça. C'est comme je comprends ces livres-là pour accompagner un enfant qui vit quelque chose de difficile, mais s'il est pas dans cette situation-là, on va pas transgresser la psyché de l'enfance pour créer un traumatisme qui est pas nécessaire. De créer une anxiété ou une inquiétude que son parent a perdu son travail puis qu'est-ce qui va y arriver. Ça. Puis l'autre livre que moi j'ai eu, c'est mon chien est mort, s'est fait frapper par une auto, je suis triste. Puis l'histoire, c'est l'enterrement du chien. Ah bon, ben super, c'est joyeux. Puis là, je suis comme... On est dans la joie. Ma fille, elle a un chien, 2 chats. Elle a-tu besoin de se préoccuper qu'ils vont mourir avant que ça arrive? Ouais. Puis là, elle a transposé ça à ses parents. Je veux pas que vous mouriez. Ah, là, t'es comme... Mais voyons donc, tu sais, penses-tu vraiment que ces livres-là, ça donne le goût à des enfants de lire? Non, c'est ça. On n'est pas dans la passion de la lecture, là. Ça, pour moi, c'est mais elle avait choisi ce livre-là par elle-même, c'est ça? Le livre s'appelle « Mon chien Balou ». Sympathique, ouais. Tu sais, elle aime les chiens. Ouais. Puis elle lit pas le livre avant. Mais non, c'est ça, elle savait pas du tout dans quoi qu'elle s'embarquait. Non! Puis moi, j'ai écrit un courriel très respectueux à l'école, puis j'ai dit, il me semble courriel que tu as partagé, je pense, sur tes réseaux. Oui, j'avais mis. J'avais peut-être pas mis le courriel initial, mais j'avais dit qu'est-ce que j'avais écrit. Ouais. J'avais dit, j'en remets pas en doute votre bienveillance, tout ça, mais là, tu sais, si ma fille, elle revient avec ces livres-là. Puis nous, on trouve que c'est peut-être pas des sujets appropriés pour des enfants de cet âge-là. Puis est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble pour pas que ça se reproduise? Parce que je pense que ma fille, c'est important qu'elle garde son enfance, qu'elle vive son enfance. Si je comprends que si le sujet arrivait, là,
une situation qu'elle vit, une séparation, quelque chose, j'irai au Renaud-Bré pour regarder un livre qui pourrait permettre qu'on aille la discussion ensemble, qui permet une transposition du problème dans une autre situation, puis qui lui permet de réfléchir à qu'est-ce qu'elle peut faire pour elle-même. C'est correct, mais à partir du moment où elle vit pas ça, mais je pense que c'est un stress pour rien. Ouais. Fait que j'ai demandé est-ce qu'on pourrait peut-être faire un ménage des livres. Puis je me suis fait répondre que, malheureusement, je peux pas savoir qu'est-ce qui heurte vos valeurs. Oui, c'était tes valeurs, mais c'était quelque chose de totalement subjectif, fait qu'elle pouvait pas savoir là, comment qu'elle pourrait pallier à ça. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, la solution, c'était que moi, je lise le livre avant ma fille. Ça m'énerve, là! Fait que là, j'ai répondu... C'est dur que ça à comprendre comme concept! J'ai dit, je suis surprise par la teneur de votre courriel, ou est-ce que vous semblez considérer qu'elle parlait de chômage et de mort à des enfants de 7 ans, ça va les intéresser à la lecture, puis que c'est pertinent. Ouais. Puis ils n'ont pas répondu à ça. Ah non, OK, c'était le silence radio. Oui, silence radio, mais je pense que ma tournure de phrase est assez punchée pour dire « Tu penses vraiment que le chômage puis la mort, c'est des sujets intéressants pour des enfants de 7 ans? » Que c'est juste moi puis qu'un autre parent pourrait être vraiment super accueillant face à cette idée. C'est ça, en fait, qui me fait peur parce que ma fille n'est pas encore dans ce système-là, mais tu sais, je t'écoute parler, je te trouve brave de rencontrer enseignante et directrice, mais je me dis, tu dois être vue un peu comme la mère fatigante. Là. T'en as-tu d'autres mères qui sont comme toi, investies autant que toi à protéger? Non, mais son père, dans cet espace-là, il m'a supportée. Mais je le fais toujours poliment, puis quelque chose que j'ai développé avec les années, puis je pense que c'est une habileté que les gens doivent développer, c'est d'être confortable avec le malaise. Oui, c'est vrai. Il faut développer ça, le confort avec le malaise. Puis quand t'es médiatrice, ça t'arrive très souvent. Oui, c'est ta zone de confort maintenant. Fait que c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer comme aptitude. Fait que tu peux rester poli, tu peux rester... dis juste avancer sans agresser l'autre personne, mais dis juste avancer pour toi-même, dire « Regarde, moi, je trouve pas que c'est approprié pour mon enfant. Puis exposer. Moi, je pense qu'il faut pas que le linge sale reste en famille, parce que c'est comme ça que ça se continue. Faut l'exposer sans attaquer personne. C'est un système qu'on attaque. C'est les gens qui sont dedans, ils comprennent pas. Ils pensent qu'ils font bien, eux autres. Mais c'est sûr. Fait que l'objectif, c'est pas d'attaquer ou d'accuser, mais c'est de dire, voici ce qui se passe, et moi, dans la big picture là, que je vois, moi, je vois qu'on mine l'enfance, qu'on attaque l'enfance sous toutes ses formes. Donc, ces livres-là, pour moi, fait partie du processus d'attaquer l'enfance, de miner l'enfance, d'amener de l'anxiété chez des enfants, de les exposer à des choses qu'ils n'ont pas besoin. Donc, des concepts totalement adultes, comme le chômage, je veux dire, c'est un concept 100% adulte. On va vraiment à l'encontre même de ce qu'est l'enfance, la pureté de l'enfance en commençant à parler de... Tu sais, déjà, le travail, des fois, on parle de travail, puis je me dis, c'est tellement abstrait pour ma fille, mon petit garçon encore plus, il y a 2 ans, là, mais c'est que, tu sais, papa, il est pas là, il travaille. Ça veut dire rien pour eux. Ils travaillent quoi? Eux autres, ils passent leur vie à jouer. La vie n'est que jeu. C'est quoi ça, travailler, tu sais? Fait que déjà, ça, c'est un concept, je trouve, abstrait. Fait qu'imagine perdre son emploi, tu sais, c'est comme on est à des années-lumière pour eux de... Je veux dire, c'est pas nécessaire. Puis c'est pour ça que je trouve ça inquiétant, parce que je me dis, comment on va faire, comme société, pour ramener ce pendule qui est allé très, très loin? Est-ce que tu penses qu'il a été tapé au maximum ou... Moi, ce que je trouve vraiment bon, puis vraiment positif, c'est qu'avant, ça existait, mais on le savait pas. C'est vrai. Puis maintenant, on le sait, puis on a de l'information, on peut agir dessus. Fait que ça nous a redonné notre pouvoir, finalement, pour mettre des freins. Parce qu'avant, nous aussi, on pensait qu'il y avait de la vertu, puis, tu sais, on voyait les choses positivement. Puis maintenant, on a compris que les valeurs sont renversées. Fait que ça, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Puis ça nous aide.
Maintenant, il faut trouver des moyens de rendre ça positif pour nous-mêmes, tu sais. Fait qu'il faut développer soi. Tu sais, pas se fier au gouvernement, développer notre liberté d'être, développer notre conscience, arrêter de projeter nos pensées sur les autres, puis de se regarder soi, puis être un modèle pour nos enfants, puis s'impliquer auprès d'eux, d'être présent. La présence, c'est fondamental. Moi, par exemple, le karaté avec ma fille, c'est quelque chose qu'elle aime. Et il y a des semaines où, comme cette semaine, c'est le karaté famille. Donc là, on peut faire du karaté avec notre enfant. J'ai commencé ça, puis là, j'ai dit, mon Dieu, c'est une bonne façon. Premièrement, le karaté, ça enseigne les valeurs. Pas les valeurs tordues, les valeurs. Puis deuxièmement, ça enseigne la discipline, la présence dans le corps, le focus, l'attention, la concentration. C'est très, très bon, le karaté. Puis ça enseigne l'autodéfense. En plus, c'est un bonus. Oh, mon Dieu! Fait que là, j'ai fait, pour le lien avec ma fille, c'est vraiment bon. Fait que j'ai commencé à faire du karaté famille. Puis là, après ça, mon Dieu, j'ai vu quel bienfait pour moi-même. Là, j'ai commencé à en faire toute seule. Ah, pour vrai? Puis qu'est-ce que je découvre? Tu sais, on est dans un monde où on vit de l'impuissance parce qu'on veut changer l'extérieur, on veut contrôler l'extérieur. Mais là, j'ai découvert qu'en faisant du karaté, je me connectais à ma maîtrise. À ma puissance intérieure. Là, tu maîtrises, t'es pas en contrôle, t'es en maîtrise, c'est totalement différent. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut développer pour soi-même. Fait que c'est vraiment ça nous ramène à nous connecter à notre nature, notre essence. On n'a pas le choix de retourner là. Sinon, on donne toujours du pouvoir aux autres, puis on leur donne le pouvoir sur nous. Fait que c'est là qu'il faut aller. Et je pense que c'est extraordinaire pour ça. Oui, bien, j'aime ton optimisme parce que je me dis, tu sais, je t'écoute parler, je me dis, en même temps, toi puis moi, on n'a pas vécu le même type d'éducation à la sexualité dans notre enfance. Là, j'ai des souvenirs très malaisants quand même je pense que c'était quand même déjà déplacé à mon âge, là. Mais tu sais, c'est tout le concept de l'identité de genre, toutes ces affaires, ça n'existait pas. Puis même les vaccins, il y en avait pas mal moins dans mon temps qu'il y en a maintenant. Il n'y avait pas autant de pollution dans l'air qu'il y en a maintenant. Tu sais, la bouffe n'était pas autant intoxiquée, il n'y avait pas autant de pesticides. Fait que, tu sais, c'est comme si on a vraiment empiré. Fait que je pense que, oui, on en est conscient parce que c'est rendu à un stade où ça peut même plus se cacher. Tu sais, c'est trop évident pour ceux qui le voient puis pour ceux qui ont fait le choix d'avoir les yeux ouverts. Mais il y a aussi ceux qui... Tu sais, tu dis les enseignants, c'est sûr que les enseignants sont pleins de bonne volonté. Mais on leur a dit que ça allait être bénéfique pour l'estime personnelle des enfants, que la science supporte ça, puis que les parents peuvent être vus comme une menace. C'est écrit ça aussi dans les documents officiels de l'OMS, puis même du ministère de l'Éducation, parce qu'ils vont pas comprendre. Fait que là, c'est tellement plus important qu'ils fassent l'éducation qu'on est inaptes, nous, parents, à faire, parce qu'on n'a pas été informés de la nouvelle science qui est la bonne. Fait que c'est tous des thèmes que j'aborde dans la conférence du 7 juin parce que pour moi, c'est comme on nous met facilement en position d'un danger pour nos enfants. Puis ça, j'ai un méchant problème avec ça. Ça va avec le grooming, le secret, comme pas dire qu'un enfant change de pronom, change de nom à l'école. Ouais. Ça, c'est vraiment des stratégies de grooming. Ça, c'est inquiétant. Puis je dis pas qu'il faut pas s'inquiéter, mais je dis que si, dans le fond, tu sais, c'est sûr qu'idéalement... Tu sais, il faudrait que je fasse l'école à la maison. Mais moi, je travaille comme... Je comprends. C'est pas possible pour tout le monde. Je travaille beaucoup, là, puis il y a personne qui peut faire ce que je fais. Tu sais, puis je pense que je le fais pour moi-même, mais ça a un impact que je mesure pas, mais ça c'est un caillou que je lance dans l'eau, puis ça fait des cercles, puis ça touche des gens. Fait que... Puis je suis un modèle pour ma fille en même temps quand je fais ça. Puis ça me permet de savoir qu'est-ce qui existe puis comment la protéger. Fait que, OK, l'école à la maison, c'est une solution puis qui est peut-être pas optimale pour moi. Mais en même temps, moi, j'ai décidé de m'impliquer. Fait que là, je m'implique au niveau de l'école, je regarde qu'est-ce qui se passe. Puis de l'autre côté, ben là, je fais une activité avec elle, je m'implique au niveau du karaté. Ben, elle sera pas toute seule avec son coach, là. Je vais être là. Puis par l'autre côté, ben, elle apprend des valeurs. Fait qu'elle va être exposée à différentes visions. Son père a des bonnes valeurs, va être exposée à
à la vision de son père, à ma vision, à la vision des gens que je côtoie, à la vision de qu'est-ce qui est enseigné au karaté. Fait qu'elle va avoir une multitude d'influences. Ouais. Une multitude d'influences. Mm-hmm. Puis, au niveau, bon, tu sais, oui, il faut manger bio. Tu sais, l'idéal, même, ce serait de créer sa propre nourriture. Oui. Mais ça, c'est une job à temps plein, tu sais. C'est pas énorme. Tout le monde qui peut se lancer dans ce projet-là. Là. C'est ça, c'est énorme. Donc, c'est des idéaux à atteindre. Maintenant, on peut pas tous les faire puis tous les atteindre. Mais moi, quand j'ai vu l'ampleur des attaques qui sont faites sur nous... nous étant les citoyens. Les humains, dans le fond, au niveau... Ben, je dis des attaques, mais c'est la pollution, la toxicité, le glyphosate, les produits, les métaux lourds qui se retrouvent... Partout. Qui se retrouvent dans tout, mais les dans les formules pour bébés. Toutes les formules pour bébés ont des métaux lourds. Oui, puis tu passes à travers la membrane, ça se retrouve dans les placentas, c'est sans fin. La toxicité, elle est partout. Là. Ben, tu dis, le corps fonctionne pareil. Oui, il y a une résilience. Le corps fonctionne pareil, donc il y a quelque chose de plus grand qui tient le corps. C'est pas juste de la matière physique, des organes qui fonctionnent comme une voiture, puis là, il faut que tu mettes de la bonne essence dedans, puis sinon, elle va pas rouler. Il y a quelque chose qui tient... C'est vrai, oui. Ça, puis là, c'est ça que je me dis, mon Dieu, on est fait fort pour que on passe quand même, puis on réussit. Ouais. Fait que ça m'encourage. Ouais, j'aime ça. C'est vrai, t'as raison en plus. Fait que je suis d'accord avec toi parce qu'on... En tout cas, on pourrait se dire, mon Dieu, comment ça qu'on tient debout, même la quantité de vaccins qu'on a... On l'a vu là, pendant la pandémie, les jeunes enfants, on se dit, mon Dieu, on avait peur pour eux. Puis finalement, il y en a plein qui ont bien réagi ou que... Fait qu'on se dit, bon, ben écoute, peut-être qu'on avait tort ou peut-être que finalement, il y a une certaine résilience dans le corps où on ne connaît pas aussi les effets à moyen long terme. Là. Ça, le futur nous le dira, mais je pense que je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de plus grand de toute façon, puis il faut se reconnecter à ça. Je pense qu'on est appelé à... On est, comme dit Yoda, on n'est pas juste des êtres de matière, on est des êtres illuminés, puis il faut se reconnecter à ça. Par rapport à ton rôle comme commissaire dans... C'est quoi qui... J'ai envie de te dire en anglais, what's next? C'est quoi qui s'en vient après? Est-ce que ça continue, ce projet-là? Puis c'est quoi les ambitions de ce projet que vous avez fait? Ben, c'est un projet, vu que c'est 100% financé par des citoyens, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de politique. C'est un organisme sans but lucratif. Ben, on est toujours comme à... On pourrait dire... c'est une étape à la fois. C'est selon le financement qu'il peut y avoir, etc. Puis moi, comme commissaire, je peux pas être impliquée au niveau de la gestion, puis au niveau de tout ce qui est du fonctionnement de la commission, parce que nous, on garde notre posture d'indépendance, puis on reste extérieur. Fait qu'on a eu des audiences à Vancouver, on a eu des audiences à Edmonton. C'est quand même, tu sais, imagine, devant un tribunal, on entend à peu près 5 témoins par jour maximum. Devant la commission, c'est une dizaine de témoins par jour. Wow. C'est des très longues journées. Et là, à Vancouver, on a entendu 33. À Edmonton, on a entendu une trentaine. Edmonton. Et là, il va y avoir des nouvelles audiences à Kitchener le 19, 20, 21. Donc, à Kitchener... Juin? Oui, juin, en Ontario. Nous, ben, c'est ça le défi, c'est qu'on doit produire un rapport à la suite de ces audiences-là. Tu vois, c'est quand même ça. Ça, c'est le rapport juste de Vancouver que tu as devant les yeux? Oui, puis ça, c'est pas les notes sténographiques, là, c'est que le rapport. Quand même 459 pages qu'on a produit un temps quand même record. Imagine, quand il y a des grosses commissions, ça prend un an et demi à produire des rapports. Nous, c'est en octobre. Puis vous êtes bénévole. Oui, on est bénévole, on travaille à temps... Ben moi, je travaille, il y en a à la retraite, mais moi, je travaille à temps plein. Donc, là, il faut produire Edmonton, puis on va déjà commencer... On finit Vancouver. On va avoir une conférence de presse là-dessus mercredi. Faut commencer à Edmonton, puis on va déjà être à Kitchener. Puis à Kitchener, j'ai demandé
j'ai fait des suggestions de témoins, mais c'est pas moi qui sélectionne les témoins puis qui décide. Je peux juste faire des suggestions. Il y a 2 sujets qui me passionnent particulièrement, là, que je voudrais vraiment approfondir. C'est le trafic. Oh, on a survolé ça, c'est la très pédocriminalité. Donc, c'est une réalité qui existe pour ceux qui pensent que ça n'existe pas au Canada. Oh, oui, ça existe. Puis, tu sais, des Katie O'Brien, c'est encore vivante, ou des Anneke Lucas, ou des personnes comme ça, je serais très intéressée à les entendre. Oui. Puis, l'autre sujet qui m'intéresse particulièrement, qui c'est un enjeu que j'ai vécu moi-même, il y a Kristen Nagel qui était une infirmière qui était dans, je sais pas si c'était Freedom Fighter ou qui s'était levée comme infirmière au moment de la COVID, mais elle a eu, je sais pas combien d'enfants elle a, mais à un moment donné, elle a tout renversé sa vision des pratiques médicales liées à la naissance. Là, elle fait des conférences qui s'appellent Reclaiming Birth. Et là, moi, j'aimerais vraiment qu'on aborde le sujet des pratiques médicales liées à la naissance. La périnatalité, là. Oui, il y a beaucoup à dire. Oui, ça, je me croise les doigts qu'on va avoir Kristen Nagel qui va venir témoigner là-dessus. J'aimerais vraiment ça. De l'entendre, tu sais, j'ai pas de préjugés sur ce qu'elle va dire, mais c'est un sujet qui m'intéresse et je pense qu'on devrait aborder parce que les enfants à la naissance, qu'est-ce qui se passe pour eux? Je suis 100% d'accord. Déjà, on considère pas l'enfant dans le processus de l'accouchement, alors que, je veux dire, c'est assez majeur comme événement pour un enfant de naître. Hein. Puis j'en ai parlé avec Léa Couture ici à mon podcast, qui elle a accouché à la maison de ses 2 enfants en état d'extase, pas de souffrance, quelque chose d'extraordinaire qu'elle a vécu. Puis je me disais, waouh, à quel point c'était tellement trop loin dans ma tête, ça, tu sais, la connexion à juste mon intuition. Mais on le sait, là, s'il y a quelque chose qui marche pas. Puis on le sait quand ça va, tu sais. Mais après, tu sais, comme on fait juste se fier à l'extérieur tout le temps, le corps médical, puis c'est comme... T'es suivi comme si t'étais en chimio, là. C'est l'équivalent d'une maladie, tu sais. Fait que je suis d'accord avec toi, c'est comme si ça vient d'arriver dans la conscience. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui se rendent compte qu'ils auraient fait des choix différents s'ils avaient eu leurs enfants avec cette connaissance-là. Puis c'est important de la mettre plus dans la sphère publique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à conscientiser, disons, autour de ce sujet-là. Oui. Ouais. Espérons que tu vas avoir la chance de l'entendre. Je te le souhaite. Je me croise les doigts, mais en plus, c'est d'Ontario, puis donc... c'est possible. C'est tout à fait possible. Puis ça, c'est mis en ligne, les entrevues? Est-ce qu'on peut les entendre? Toutes les entrevues sont en ligne. C'est diffusé en direct, les journées d'audience. Après ça... où qu'on peut aller entendre ça? C'est sur le site nationalcitizensinquiry.ca. OK. Puis on peut voir toutes les journées au complet, puis graduellement, ils divisent les témoignages, puis on peut voir juste le témoignage. Ouais. Mais déjà à Edmonton, par exemple, ceux qui sont intéressés à tout apprendre sur le grooming, les abus sexuels, il y a Kelly Palfy, que son témoignage il est divisé. OK. Puis après, on a Theo Fleury qui est venu témoigner, c'est un joueur de hockey, qui a tout parlé de son grooming puis de son expérience d'abus sexuels. Je savais pas qu'il avait ouvertement dit qu'il avait vécu de l'abus. Mon Dieu, c'est des témoignages extraordinaires. Puis un autre témoin que j'ai adoré, là, c'est Del Bigtree. Del Bigtree, c'était le directeur des communications de Robert Kennedy Jr. pour sa campagne électorale. Il a fait les films Vaxxed. Ah oui, c'est lui qui a fait ça. Okay. Oui, il est journaliste. Il a le podcast High Warrior. Puis il est CEO de MAHA, Make America Healthy Again. C'est un Américain, là. Oui, c'est un CEO, c'est le CEO de ICANN aussi avec Aaron Siri qui ont interrogé Stanley Plotkin puis toutes les supposées magnitudes des vaccins, là. Donc, ICANN, c'est eux qui sont allés chercher les données de Pfizer. OK. Donc, imaginez, les Américains se déplacent, prennent l'avion, se déplacent et viennent aux audiences de la commission d'enquête. Les médias traditionnels du Canada n'en parlent pas. Mais vous avez eu... Mais est-ce que ça a été... Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui en parle nulle part?
Il y a des podcasters, c'est comme Jason Lavigne, il était là. OK. Comment il s'appelle? Jason Dahl, il était là. Mais, tu sais, il va y avoir des médias du Canada, très peu sont présents, mais il y en a. Mais vous réussissez à avoir des gros noms, c'était ça ton point quand même. Vous avez... Tu sais, t'as Michel Perrault, Paul Thomas, Del Victory, c'est tous des Américains qui viennent témoigner à la commission. Fait qu'ils nous prennent au sérieux. Là, ils savent qu'on fait un gros travail important. Puis au Canada, ça passe un peu sous le radar. À 100%. Sauf les médias alternatifs qui en parlent un peu. Oui. En tout cas, ça doit être un peu frustrant, puis j'entends c'est quoi être à contre-courant pour se faire ébruiter sur la toile. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, le travail que vous faites est important. En ce moment, c'est cette opportunité-là qu'on a, fait qu'on va la prendre. Je l'apprécie parce que je veux faire connaître ça. Je veux en parler. Ben, en tout cas, j'invite tout le monde donc à aller sur le site puis se tenir informé. Si les gens veulent donner, j'imagine qu'il y a aussi un genre de GoFundMe? Je pense qu'il y a une fonction de donate sur le site. Ah, sur le site carrément. Ouais. OK, bien super. En tout cas, c'est des gens qui ont envie d'aider. Espérons qu'on en aura une au Québec aussi. Il y aurait beaucoup à entendre. Oui. Puis merci d'être venu nous parler aujourd'hui. C'était super intéressant. Hey, merci de m'avoir reçu. Merci.